Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Le grand débat arrive en banlieue. Emmanuel Macron est attendu à Courcouronnes. Le chef de l'État a réuni plus de 300 élus et responsables associatifs pour lancer sa consultation auprès de ces quartiers prioritaires, peu mobilisés jusqu'à présent par le mouvement des Gilets jaunes. Nous serons sur place dans un instant. Et ce déplacement sera peut-être l'occasion pour l'exécutif de clarifier sa position sur la tenue d'un référendum. L'idée fait son chemin. Il pourrait prendre la forme d'un questionnaire soumis à l'approbation des Français le 26 mai, jour des élections européennes. Une option loin de faire l'unanimité. Le débat à suivre. Première diffusion demain à 23h sur Public Sénat de Taxe Carbone, la fin du monde ou la fin du mois. Un nouveau numéro du magazine de la rédaction, une plongée au cœur de la contestation des Gilets jaunes ou comment le mécontentement lié à la taxation des carburants s'est mué en véritable crise sociale malgré l'alerte des sénateurs. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à cette émission sur Twitter, le hashtag Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi, on retrouvera Alexandre Poussard en direct de la salle des conférences au Sénat et Quentin Calmet en Essonne. Le multiplex, c'est tout de suite. Et on prend justement la direction de Courcouronnes où nous attend Quentin Calmet. Je le disais, Quentin, Emmanuel Macron veut lancer son grand débat en banlieue. Quels sont les enjeux de cette visite présidentielle ? Eh bien Delphine, c'est le 5e débat du genre depuis le 15 janvier. Rappelez-vous, il y avait d'abord eu dans l'Eure et le Lot des débats avec des maires. Puis dans la Drôme, c'était une visite improvisée à laquelle s'était greffé le chef de l'État. Puis il y avait vendredi dernier le grand débat avec les maires des Outre-mer. Aujourd'hui, il s'agit de placer au centre de ce débat la banlieue. Et nous sommes ici à Évry-Courcouronnes, à 30 km au sud de Paris. L'idée, vous l'avez dit, c'est de dialoguer avec 150 élus et 150 personnes représentant le milieu associatif du département. Les élus qui ont salué le fait que la politique de la ville revienne au cœur du débat. La politique de la ville, c'est ce qui fait le point commun entre toutes les personnes invitées ici aujourd'hui. Du côté des associations, on est beaucoup plus mitigé tant les signaux envoyés depuis le début du quinquennat sont mitigés. On nous a parlé dans la salle déjà de questions qui tourneraient autour des dotations des collectivités locales qui sont effectivement centrales pour les associations, mais également des emplois aidés supprimés au début du quinquennat. Une seule inconnue pour l'heure, la durée de ce débat aujourd'hui. Par le passé, ces débats ont duré entre 3 et 7 heures. Merci beaucoup Quentin et on vous retrouvera tout au long de cette édition. Alors jusqu'à présent, Emmanuel Macron avait concentré ses déplacements dans des communes rurales ou périurbaines. Pour la première fois, il se rend donc en banlieue à Évry-Courcouronnes. Le chef de l'État qui souhaite que les quartiers se saisissent aussi du grand débat, qu'ils en soient des acteurs à part entière. Mais cette opération apparaît plus que délicate car depuis l'enterrement du plan Borloo, les liens sont plus que distendus entre les quartiers et le président Aurélien Romano. L'Élysée souhaite impliquer davantage les acteurs de banlieue dans le grand débat. Mais pour les associations, les constats ont été hélas faits il y a déjà bien longtemps. Pour nous, ce que vivent aujourd'hui les Gilets jaunes, c'est ce que nous, on est en train de dénoncer et ce qu'on est en train de vivre dans ces quartiers. Donc aujourd'hui, les Gilets jaunes ne font que répéter, en gros, ce que nous, on disait il y a déjà ces 15 dernières années, ces 20 dernières années. Mohamed Meshmash est le porte-parole de l'association Assez le Feu, créée après les révoltes de 2005 en banlieue. À l'époque, il avait déjà recueilli des cahiers de doléances où les problématiques de démocratie et de pouvoir d'achat figuraient déjà en bonne place. Entre 20 000 et 200 000 doléances qui avaient été récoltées et tout un travail de fourmi pour faire une synthèse, ça a terminé avec, sans trop de promotion, une marche des doléances à l'Assemblée nationale. On avait demandé à être reçu par l'ensemble des partis politiques parce que ce problème-là date depuis ces 30 dernières années. Malheureusement, on n'a pas été spécialement entendu à ce moment-là. Des propositions qui restent lettres mortes, l'impression d'avoir déjà fait le même constat, c'est aussi un sentiment partagé par certains maires de banlieue. Au niveau de la France, la pauvreté a montré son visage et que ce que nous disions à cette époque-là, c'est-à-dire que la pauvreté dans la grande ruralité était égale à la pauvreté dans nos banlieues. Il fallait faire attention non pas seulement au territoire, mais aux êtres humains qui l'habitaient et leurs difficultés. Nous avions un petit peu raison avant l'heure. Maires et associations s'étaient aussi beaucoup impliqués l'an dernier dans l'élaboration du plan Borloo. Un plan qui a été écarté en mai par le président de la République. Beaucoup en gardent un souvenir amer. Dès lors, difficile pour ces acteurs de participer à un grand débat alors que leurs propositions sont toujours sur la table et sont restées sans réponse.
Et pour savoir comment les acteurs de banlieue et les habitants des quartiers s'emparent de ce grand débat, le reportage de François Vignal est à lire sur notre site publicsena.fr. Il s'est rendu la semaine dernière à Villiers-le-Bel. Et on continue les réactions avec vous, Alexandre Poussard. Vous êtes au Sénat, salle des conférences. Quel regard portent les élus sur ce déplacement d'Emmanuel Macron en banlieue? Pour en parler, vous êtes avec le sénateur LR des Hauts-de-Seine, Philippe Pémézec. Et oui, Philippe Pémézec, pensez-vous que cette visite d'Emmanuel Macron à Évry-Courcouronnes va remettre la question des banlieues au centre de ce grand débat? Je crois surtout que lorsqu'on est président de la République, il est assez normal qu'on aille un peu partout sur l'ensemble des territoires, et donc forcément y compris dans les villes de banlieue qui souffrent, elles, de maux particuliers, même si je crois que l'ensemble des maires sont un peu fâchés contre l'État, qui passe son temps à mépriser les élus, à restreindre leur liberté, à restreindre leurs moyens financiers, à restreindre leur pouvoir également. Donc je crois que en allant voir les maires de tout horizon, eh bien je crois que c'est plutôt une bonne chose qu'ils prennent les températures. J'espère simplement que ce n'est pas une opération de pure communication. Mais il y a quand même une urgence spécifique sur la question des banlieues et qui est le grand oublié de ce grand débat. Alors l'urgence n'est pas d'aujourd'hui. Hein. Moi, ça fait 30 ans que je suis maire d'une commune de 30 000 habitants et j'ai entrepris depuis 30 ans de transformer ce coin de banlieue en une ville pure et simple et d'essayer de donner du bien-être aux gens. Donc il y a un travail important effectivement à accomplir dans ces banlieues, ces villes qui sont au banc, qui sont à côté des centres plus urbains. Mais moi, je crois que le fond du malaise, c'est quelque chose d'assez profond et qui vient de cette espèce de méfiance à l'égard des élus qui font un travail remarquable. Hein. J'étais très contrarié et très fâché avec cette espèce de mépris avec lequel on a traité les élus qui ne méritent pas ça. Et justement, sur la question du mépris, Emmanuel Macron a un peu enterré le plan Borloo et il avait présenté quelques mesures pour les banlieues, mais pas de grand plan d'investissement. Est-ce qu'il faut, investir des milliards d'euros à nouveau dans les banlieues? Mais on ne peut pas ignorer quelque coin que ce soit du territoire. Et les banlieues qui connaissent des problèmes particuliers, en effet, doivent être pris en considération. On doit traiter ces problématiques. Et je vous dis, le maire est sans doute le meilleur interlocuteur dans ce domaine. Et on ferait bien de refaire confiance aux maires, et en particulier aux maires de banlieue, parce que ils ont une charge qui est lourde, ils ont des difficultés importantes, et donc il faut sans doute renouer avec ce qu'était l'ANRU. Moi, j'ai eu la chance d'être rapporteur de ce texte de loi lorsque j'étais député, et je crois qu'il est important d'y consacrer de l'argent. Pas pour aggraver la dépense publique, mais pour orienter sans doute des crédits mal utilisés vers nos banlieues qui en ont bien besoin. Donc finalement, est-ce qu'il faut réutiliser les vieilles recettes ? Mais écoutez, lorsqu'elle fonctionne, pourquoi pas l'ANRU, d'ailleurs, s'est inspiré de ce qui se passait dans les Hauts-de-Seine. Et dans les Hauts-de-Seine, effectivement, le département était très investi pour remettre en état des quartiers défigurés, des quartiers abandonnés. Donc, si les vieilles recettes sont bonnes, pourquoi ne pas les réutiliser, en effet? Très bien. Merci Philippe Pémézec d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup Alexandre pour cette première réaction. Alors comment sortir par le haut de ce grand débat? Emmanuel Macron réfléchirait à un référendum de manière inédite sous la Ve République. Il pourrait prendre la forme d'un questionnaire, une manière d'aller vite et d'apporter une réponse forte à la crise des Gilets jaunes. Mais vous allez voir, ce choix ne convainc pas forcément la majorité. Cécile Sixou. Doit-on réduire le nombre de parlementaires? Faut-il limiter le cumul des mandats dans le temps? Le 26 mai, en plus de voter pour les élections européennes, les Français pourraient être amenés à répondre à ces questions. Organiser un référendum au même moment que les européennes, l'hypothèse ne convainc pas, jusque dans les rangs du gouvernement. L'enjeu européen est suffisamment fort pour en faire un enjeu européen. Le référendum, c'est autre chose, c'est un enjeu national. Je ne pense pas qu'il faille mélanger les deux, c'est mon avis personnel. Même réserve pour Yannick Jadot, proposer les deux scrutins le même jour se ferait au détriment de l'élection européenne. Voler cette élection européenne pour faire de la politique politicienne nationale, je trouve ça incroyablement dangereux. On a l'impression que finalement, Emmanuel Macron, comme trop de dirigeants européens, est en train de déserter le combat européen. L'opposition dénonce quant à elle une opération de communication de la part d'Emmanuel Macron. Tout ça, c'est
totalement bidon. Il va recycler, encore une fois, sa modification constitutionnelle par l'intermédiaire de ce référendum. Donc il va demander aux Français si les Français sont d'accord avec ce qu'il avait déjà proposé. Emmanuel Macron essaye de se refaire comme un joueur au poker en posant une question à laquelle il ne sera pas possible de répondre non. Et il essaye en réalité non pas de faire un référendum mais un plébiscite. Le référendum devrait être au menu des rencontres organisées cette semaine entre Emmanuel Macron et les chefs de groupes politiques des assemblées. Et Tam Trani nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Tam, spécialiste des questions parlementaires. On voit que c'est compliqué pour le chef de l'État d'organiser un référendum. Ça obéit à des règles strictes posées par 2 articles de la Constitution, car il peut y avoir différents types de référendums. Tam. Et oui, vous avez parlé de ces 2 articles. Il y a d'abord le référendum sur la base de l'article 11, un référendum qui peut être utilisé sur les questions institutionnelles comme la diminution du nombre de parlementaires. Ce référendum, il suppose tout de même un projet de loi, mais ne nécessite pas d'accord des 2 chambres sur le texte. On le distingue du référendum sur la base de l'article 89, nécessaire, lui, pour prendre des mesures qui modifient la Constitution. Ça serait le cas, par exemple, pour mettre en place le RIC. Ce référendum, il s'appuie aussi sur un projet de loi, mais qui, lui, doit être adopté par les 2 chambres dans le même terme. Une autre paire de manches, donc c'est beaucoup plus long et plus compliqué. Alors, pour un référendum le 26 mai, à quel type de référendum le chef de l'État pourrait-il avoir recours ? Pour l'article 89, sincèrement, on ne voit pas tellement comment il pourrait tenir dans les délais impartis. Donc, logiquement, avec la procédure parlementaire qu'il nécessite, l'exécutif devrait opter plutôt pour l'article 11. Mais même pour un référendum article 11, ce n'est pas si simple que ça. Il y a des délais un petit peu compliqués. Le timing peut être serré. En effet, soit le gouvernement attend les résultats du grand débat, ce qui serait logique puisque ce référendum, il viendrait couronner le grand débat. Alors, il a 2 mois pour faire la restitution du grand débat, préparer, présenter le projet de loi, avoir l'avis du Conseil d'État sur la légalité, la conformité, voire l'opportunité du texte, et même avoir l'avis du Conseil constitutionnel sur la validité du décret de convocation, mais aussi sur la constitutionnalité. Bref, c'est la course. Soit le gouvernement n'attend pas à la fin du grand débat, il récupère son projet de loi organique qu'il a déjà dans ses cartons, tout prêt, et là, il fait la démonstration que son référendum n'est pas là pour répondre à la crise des Gilets jaunes, un vrai problème politique. Vraisemblablement, la vérité, elle va être à cheval entre ces 2 hypothèses. Certains éléments sont déjà prêts. Pour d'autres, il va falloir attendre la fin du grand débat. À noter que l'on peut tout à fait organiser un référendum à choix multiples avec différentes questions. Mais pour cela, il faut autant de projets de loi associés. Vous l'avez dit, pour le RIC, Tam, on ne peut pas passer par la procédure de l'article 11. Qu'en est-il du cumul des mandats dans le temps ou encore de l'ISF? On sait que ce sont 2 sujets qui vont refaire surface lors des consultations. Et ce sont 2 sujets qui font débat chez les spécialistes de droit constitutionnel. Pour l'ISF, notamment, certains jugent que, on est dans les clous puisque le référendum article 11, il porte, je le cite, sur la politique économique de la nation. Donc, les questions fiscales, ça fait partie de la politique économique. D'autres, au contraire, jugent que c'est plus une question d'ordre budgétaire et fiscal qu'économique et du coup, ça ne rentre pas dans les clous de l'article 11. Quant au cumul des mandats dans le temps, pour certains constitutionnalistes, aucun problème, c'est de l'ordre organique, ça rentre dans le champ de l'article 11. Pour d'autres, c'est plus incertain. Ils estiment même que le Conseil constitutionnel pourrait juger le décret de convocation non constitutionnel, à condition cela que les sages aient le courage d'assumer une telle décision dans un contexte politique où bien le non-cumul des mandats dans le temps est quelque chose de très populaire, comme quoi même pour le Conseil constitutionnel, derrière une décision juridique, il peut y avoir des motivations d'ordre politique. Merci à vous, Tam, pour toutes ces précisions. Et on continue les réactions avant d'en débattre avec mes invités. Avec vous, Alexandre Poussard, à vos côtés. C'est le sénateur communiste des Hauts-de-Seine, Pierre Ouzoulias. Oui, Pierre Ouzoulias, que pensez-vous de cette idée d'un référendum le jour des élections européennes pour boucler le grand débat national? Moi, ce que j'entends du terrain, c'est que le problème, c'est d'abord un problème de pouvoir d'achat. Je ne vois pas comment on règle le problème du pouvoir d'achat avec un référendum. Bon, le président nous a dit qu'il fallait moins de sénateurs. Là aussi, qu'est-ce que ça va régler concrètement? Les Français et les Françaises, ils posent une question simple aujourd'hui au président de la République, c'est comment se fait-il qu'aujourd'hui, les salariés n'arrivent plus à vivre? Donc ce qu'ils réclament du président de la République, c'est une réponse sociale. C'est pas en changeant les institutions qu'on y arrive. Et un référendum, hormis pour de nouveau essayer de cacher les problèmes
avec un écran de fumée. Je ne vois pas la solution, surtout le jour des élections européennes. Alors, est-ce que, justement, prendre ce jour des élections européennes, c'est une stratégie de l'Élysée ? Oui, mais je vois pas laquelle. Je vois pas laquelle. L'Europe, c'est un sujet important et ça mérite que toute l'élection européenne soit consacrée au sujet européen et pas uniquement au sujet franco-français. Ça sera le cas avec un référendum. Je comprends pas la stratégie du président, si ce n'est, comme je l'ai dit, d'allumer des contre-feux un peu partout pour perdre les gens. Alors vous parliez de revendications du pouvoir d'achat, mais il y a aussi des revendications de consultation populaire. On parle beaucoup du référendum d'initiative citoyenne. Donc finalement, est-ce qu'organiser un référendum au terme de ce grand débat, c'est pas une manière de répondre à ces revendications ? Si, mais la première revendication que j'ai entendue, moi, c'est revenir sur la suppression de l'impôt sur les grandes fortunes. Donc, s'il y a un référendum là-dessus, pourquoi pas ? Je pense que la population pourrait s'en saisir. Et sur la question d'une réforme des institutions, c'est nécessaire, selon vous, de consulter le peuple ? On peut toujours consulter le peuple. Il faut faire très attention. Regardez le Brexit en Grande-Bretagne. Le peuple a été consulté. Il a répondu qu'il voulait sortir de l'Europe, mais il n'a pas répondu comment il sortait de l'Europe. Et aujourd'hui, le processus est complètement en panne. Donc, il ne suffit pas de poser une question, il faut aussi proposer au peuple des solutions. Et donc là, moi, j'attends que le gouvernement nous dise quelles sont les solutions qu'il propose pour sortir de la crise sociale. Et sur cette question des institutions, la baisse du nombre de parlementaires est quand même assez demandée dans l'opinion publique. Consulter le peuple sur cette question, ça peut être nécessaire. Je crois qu'il faut que les Français et les Françaises comprennent exactement quel est le projet du président. Le projet du président, il est simple, c'est renforcer encore ses pourvoirs. Et pour ça, en effet, supprimer 100 sénateurs, c'est une très bonne chose. Je pense qu'avec 100 sénateurs de moins, il n'y aura plus d'affaire Benalla, ça sera réglé. D'accord. Et alors donc du coup, oui, ce serait évidemment un problème. Ouais. C'est un problème. Ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'il y ait des contre-pouvoirs au pouvoir omnipotent du président. Le président a trop de pouvoir. Donc si on diminue les pouvoirs du Parlement, on le renforce. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est renforcer les pouvoirs du Parlement et on ne le fait pas en diminuant le nombre de sénateurs de 100. Très bien. Merci beaucoup Pierre Ouzoulias d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup Alexandre pour cette nouvelle réaction. Alors que près de 60 000 gilets jaunes ont manifesté samedi, on vient d'en parler, Emmanuel Macron n'exclut pas d'organiser un référendum dans la foulée du grand débat national. Cette consultation pourrait donc se tenir le jour des élections européennes du 26 mai, mais cela soulève des questions tant politiques que juridiques. On en parle tout de suite dans notre premier débat. Et on ouvre le débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Sophie Taillé-Polian, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes sénatrice Génération du Val-de-Marne. Vous êtes ici apparentée au groupe socialiste. Bienvenue à vous. Olivier Babot est également avec nous. Vous êtes président fondateur de l'Institut Sapiens. J'accueille également André Gattolin. Bonjour. Vous êtes sénateur La République En Marche des Hauts-de-Seine. Et puis Dominique Rousseau est également avec nous. Bonjour. Professeur de droit constitutionnel à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Première question pour vous, puisqu'il y a des interrogations d'un point de vue constitutionnel et juridique. Qu'est-ce qu'il est possible de faire à 4 mois des élections européennes ? À 4 mois des élections européennes, il est question de faire des élections européennes et pas un référendum. Je pense que si on veut donner aux élections européennes tout leur sens, c'est-à-dire qu'on débatte sur quelle Europe faut-il une Europe, si oui, laquelle, libérale, écologique, sociale, les Français doivent se concentrer sur la question européenne, d'autant que pour le président Macron, il semble que la question européenne soit une question centrale dans sa politique. Faire un référendum le jour des élections européennes, c'est tuer l'élection européenne, ou c'est noyer le débat européen sur des questions nationales. Alors, il y a déjà la tendance naturelle à considérer l'élection européenne comme une élection nationale, une élection intermédiaire, où on porte un jugement sur la politique nationale. Si en plus, le jour même, il y a un référendum, on noie la question européenne. Donc, ce n'est pas sur le plan de l'intérêt de l'élection européenne, ce n'est pas une bonne idée que de vouloir coupler les choses. D'un point de vue juridique, c'est quasiment infaisable, dans la mesure où le Conseil constitutionnel doit donner un avis sur les décrets organisant... Mais est-ce qu'il y a un délai légal, Dominique Rousseau ? C'est aussi ma question. Il faut 2 mois. Généralement, pour les référendums qui ont été organisés, le Conseil constitutionnel a besoin de au minimum 2 mois pour donner son avis sur chacun des décrets qui organisent le référendum. Donc vous voyez bien que
si le grand débat se termine le 15 mars, il n'y a pas le temps pour le Conseil constitutionnel d'examiner sérieusement où on le fait à l'arrache. Et si on le fait à l'arrache, c'est plus un référendum, c'est un plébiscite. Ouais. André Gattolin, c'est vrai que ça risquerait d'occulter le débat européen, de cumuler ces deux scrutins le même jour. Oui, puis on a deux types de votations assez différentes. L'une qui est à la proportionnelle, donc qui est dans l'organisation des partis politiques sur la question ou sur les questions européennes. Puis de l'autre côté, on a quelque chose qui est manichéen, oui, non, ou blanc ou abstention. Moi, je suis pour qu'on tienne des référendums, mais je pense que la collusion des deux, comme ça a été dit, à mon avis est gênant. Et surtout, les gens qui prônent le référendum ne se rendent pas compte que c'est une mécanique à mettre en place. Alors après, on va tomber dans des périodes de très beaux jours. Donc on a intérêt, de toute façon, je pense que si on organise quelque chose, une consultation référendaire, il faudrait qu'il y ait au moins 3 ou 4 sujets qui soient posés. Parce que sinon, si c'est sur un sujet... On va y venir sur le contenu de ce questionnaire, si vous voulez bien, André Gattolin. Olivier Babot, on voit pourtant Emmanuel Macron qui pense bien que ça pourrait apporter une réponse politique forte et rapide à ce grand débat qui se termine, on l'a dit, le 15 mars. En fait, c'est le problème du grand débat depuis le départ. C'est qu'on a l'impression qu'on cherche une porte de sortie. Les gens vont avoir besoin, vont demander un moment où il y aura une sorte de dépouillement et puis d'annonce. Cette annonce, c'est difficile de la faire en dehors de changements réels qui ne peuvent être apportés que par des référendums. Et donc, finalement, le calendrier, il est un petit peu imposé par le choix du grand débat, qui était peut-être une erreur depuis le départ. Parce qu'on a dit beaucoup, on a été beaucoup à le souligner, ce grand débat, son péché originel, c'est qu'il n'a pas eu lieu depuis le départ. Et qu'en fait, on est dû attendre 1 an et demi, voire 2 ans pour qu'il ait eu lieu. Et surtout qu'on ne soit plus capable aujourd'hui, dans la politique française, d'organiser des débats de cette taille au moment des élections, puisque les campagnes électorales sont théoriquement faites pour cela, alors qu'aujourd'hui, on se rend bien compte qu'on n'a pas eu de débat sur le programme au moment de la campagne présidentielle. Et donc finalement, ça a été payé après. Ça me paraît difficile, dans un délai si court, d'arriver à organiser un débat qu'on dit grand, mais s'il se termine le 15 mars, en réalité, il n'aura pas été si grand que ça. Déboucler ça avec un référendum qui est au même moment qu'un passage dans l'urne pour les européennes, qui parle théoriquement de questions totalement différentes, de questions avec une vision européenne avec beaucoup de recul, alors que le référendum sera forcément avec une vision très nationale. J'ai l'impression qu'on a un mélange des genres, qu'on aura une confusion, une incapacité à organiser un débat assez large et forcément profond, probablement sur des sujets institutionnels que nécessiterait ce référendum s'il est bien fait. Ouais. Sophie Taillé-Polian, quel regard portez-vous sur cette option qui est visiblement prise très au sérieux par l'exécutif d'organiser ce référendum, et notamment le même jour que les élections européennes? Écoutez, moi je regrette que le président de la République visiblement fasse à la fois du show, de la communication avec le grand débat, et puis de la tactique. C'est-à-dire de se dire comment je vais m'en sortir, essayer, je dirais, de sauver sa peau plutôt que de sauver la France. Il devrait, plutôt que de faire du show et de la tactique, être dans l'écoute, et aussi dans la construction collective d'un projet pour la France qui puisse remettre tout le monde autour de la même table, remettre tout le monde pour un projet fédérateur. On peut parler d'un grand projet écologique qui puisse, je dirais, rassembler les Français et qui soit fondé sur la justice fiscale notamment. Je crois que ce serait ça la tâche du président de la République. Et donc, évidemment, un référendum qui vient comme un cheveu sur la soupe du débat européen, empêcher qu'on puisse avoir ces débats extrêmement importants sur l'avenir de l'Europe, sur des questions qui, pour rester dans le cadre constitutionnel, devront forcément être, si elles doivent être nombreuses, très limitées. Donc, on ne pourra pas faire le tour de toutes les questions qui sont posées là dans le cadre du grand débat, qui sont des questions de justice fiscale, qui sont des questions d'implantation du service public. Et sur les problématiques institutionnelles, on voit aujourd'hui que ce sont toutes nos institutions qui sont à bout de souffle, y compris évidemment la fonction du président de la République. Et donc ce n'est pas par quelques questions faites rapidement sur un coin de table en quête de sauver sa peau pour le président de la République qu'on va résoudre le problème et les problèmes posés par les Français. Dominique Rousseau, d'autant que dans l'histoire de la Ve, les présidents qui ont voulu faire des référendums ont souvent vu ces référendums se transformer en véritable plébiscite contre leur action. En tous les cas, tous les référendums organisés par le général de Gaulle étaient clairement des plébiscites, puisque le général de Gaulle disait si vous répondez non, je m'en vais. Et quand en 1969, les Français ont dit non, il est parti. Les autres référendums, c'est moins clair. Pompidou ne s'était pas complètement engagé en 1972. Jacques Chirac, en 2000, en 2005, n'a pas tenu compte du résultat du référendum. Donc il y a eu moins de caractère plébiscitaire des derniers référendums. Ce qui me paraît important dans la situation actuelle, c'est qu'il y ait un débat.
Il a peut-être été organisé trop tard, il existe. Les citoyens parlent, ils veulent continuer à parler. Et je pense que le moment actuel est plus un moment de la délibération, du débat, de mutualiser les expériences que chacun vivait dans sa sphère privée pour les mettre sur la place publique et que de cette délibération publique sortent des propositions de changement de loi, de changement d'institution. Mais tout ça, ça ne se fait pas en quelques semaines. Un des problèmes de la gestion du président de la République, c'est qu'il a certainement été trop vite en négligeant la société civile organisée, comme on dit, c'est-à-dire les associations, les syndicats, etc. Alors même que pendant la campagne électorale, il avait promis de travailler avec eux. Et donc, il ne faut pas qu'il recommence la même erreur. C'est-à-dire vouloir plier l'affaire des Gilets jaunes en quelques semaines. Je pense que le débat doit durer, et s'il doit y avoir un référendum, ce référendum ne peut arriver qu'après un long débat, c'est-à-dire fin 2019 et éventuellement 2020, mais pas là, de manière à squeezer en quelque sorte le débat. Ouais. André Gattolin, on entend déjà les critiques de l'opposition. Il va faire une consultation sur des sujets qui sont très coupés des préoccupations. Il n'a encore rien annoncé. Ce que je trouve formidable, c'est que on a parlé de référendum, la porte n'a pas été fermée. Pourquoi ? Parce que c'est la seule solution institutionnelle concrète qui a été proposé par les Gilets jaunes, c'est le référendum d'initiative citoyenne. Référendum pour lequel je suis favorable et qu'il faut cadrer. Moi, je serais pour un référendum avec une proposition concrète. Il ne s'agit pas de détruire la représentation nationale. Il ne s'agit pas non plus d'avoir uniquement un référendum qui soit un instrument plébiscitaire du président. Donc si on arrivait à se mettre d'accord sur cette dimension-là, qui à mon avis, un débat qui est transpolitique, qui dépasse tous les clivages. Il y a des gens qui sont pour partout. Ça aurait un vrai sens. Après, je ne pense pas que le président de la République ait pour seule réponse de poser, comme vous dites, un questionnaire aux gens. Il y a un débat qui est en cours. Il y a des mesures qui peuvent et qui doivent être prises. Il peut y avoir des changements politiques. Et à mon avis, si on a un changement de gouvernement, voire de Premier ministre, elles sont ça encore sera sur la après table, les ces européennes. options, remaniement, dissolution de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas tranché, selon vous, André Gattolin ? Ah non, je pense que rien n'est tranché. Aujourd'hui, si vous voulez, des choses seraient avancées. Là, il y a un ballon d'essai qui est lancé sur le référendum. Je trouve que autant on peut être choqué par un référendum d'initiative présidentielle parce qu'on sait que ça peut être un détournement, autant la question du référendum d'initiative citoyenne ou populaire, tel qu'il existe par exemple en Italie, est une vraie question et un vrai sujet pour notre pays. Il faut penser que puisqu'on fait des comparaisons souvent avec l'histoire, en mai 1968, le général de Gaulle avait envisagé d'utiliser le référendum pour sortir de la crise. Et c'est le Premier ministre Georges Pompidou qui l'en avait dissuadé. Et Pompidou lui avait dit non, il vaut mieux que tu prononces la dissolution de l'Assemblée nationale. Ce qu'il avait fait, et on connaît les résultats au mois de juin. Donc le référendum est souvent un instrument pour un président de sortir d'une crise. En 1972, lorsque le président Pompidou fait un référendum sur l'entrée de la Grande-Bretagne dans l'Union, dans ce qui ne s'appelait pas encore l'Union européenne, c'est pour enfoncer un coin entre le Parti socialiste et le Parti communiste qui était en train de construire l'union de la gauche et le programme commun. Donc c'est toujours une... Oui, c'est aussi un engagement avec Edward Heath, qui l'avait beaucoup aidé pour rejoindre l'Union. Il y avait aussi mais c'était un accord franco-anglais. C'était surtout pour casser la dynamique de l'union de la gauche afin de montrer qu'entre le PC qui était contre l'Europe et le PS qui était pour, il n'y avait pas... Donc il y a de la stratégie politique. Olivier Babot, si on revient à ce débat aujourd'hui, c'est la solution pour relancer le quinquennat d'Emmanuel Macron ? Le débat ou le référendum ? Le référendum. Ah, le référendum. Tiré du débat. Alors, moi, je ne vois pas à l'heure actuelle comment on évitera qu'en effet, la malédiction du référendum se reproduise et les gens répondent à une autre question que celle qui est posée. Ça risque d'être très difficile, sauf si Emmanuel Macron parvient à être très en distance par rapport à cette espèce de campagne du référendum qui aura lieu. Et je ne vois pas très bien, tel qu'il fonctionne aujourd'hui, comment cela pourrait arriver. Donc déjà, c'est un risque réel, parce que c'est quand même dommage quand on pose une question que les gens répondent à une autre. Un plébiscite, voilà, à ce moment-là, faisons réellement, pourquoi pas, redonnons la légitimité par, pourquoi pas, une dissolution. Bon. Après, la question qui va être posée, j'ai l'impression qu'effectivement, ça pourrait être un bon moment d'essayer de permettre une réforme institutionnelle, d'autant plus que finalement nous assistons à un affaiblissement très très fort et très palpable de la légitimité de nos institutions. Donc ce serait une façon, par exemple, pourquoi pas de dire ce que, entre
entre nous, les parlementaires auront du mal à se voter eux-mêmes, c'est-à-dire la diminution du nombre de parlementaires. Moi, je suis pour de ceux qui disent qu'il faut augmenter le salaire des parlementaires. Ils ne sont pas assez payés. Il faut augmenter, et c'est grave, l'attractivité du métier politique aujourd'hui. Je suis très bien placé pour le dire parce que je ne fais pas de politique, qui est en chute libre. Plus personne de saint d'esprit, sauf évidemment d'excellents élus. Moi, j'ai déjà ma carrière professionnelle derrière moi. Non, mais sauf si vous êtes un moine soldat aujourd'hui, vous n'entrez pas en politique. Il n'y a plus d'argent ou il n'y a pas d'argent. Il n'y a absolument aucune considération à gagner. Monsieur, vous savez. Voilà, exactement. Donc vous venez pour d'autres choses, mais alors vous ne prenez que les mauvaises nouvelles. C'est extrêmement difficile, c'est très déceptif. Un métier extrêmement dur. J'ai une admiration sans borne pour ces gens-là. Il faut les aider. Il faut redonner de l'attractivité. Et il faut aussi que le Parlement reprenne un rôle compréhensible et visible. Il faut qu'il arrête d'être une machine à faire des lois bavardes et inutile, et qu'il redevienne, ce qui est d'ailleurs une de ses fonctions constitutionnelles, une machine à évaluer réellement et intelligemment, ce que fait d'ailleurs le Sénat. Votre réponse, est-ce qu'on voit la tentation pour Emmanuel Macron de faire passer certaines mesures, on en parlait, la réduction du nombre de parlementaires, la reconnaissance du vote blanc, ou encore peut-être l'introduction d'une dose proportionnelle pour les élections législatives. Ce sont des mesures plutôt consensuelles dans l'opinion publique. Il ne prend pas beaucoup de risques, le chef de l'État, en faisant ça. Non, effectivement, s'il propose des choses qui font facilement et l'unanimité ou presque, parce que voilà, ça c'est un petit côté démagogique. Bon, bah effectivement, il ne prend pas beaucoup de risques, si ce n'est que, comme tout le monde semble d'accord, effectivement, la question que les gens vont peut-être penser qui est vraiment posée, c'est est-ce que vous êtes pour ou contre Emmanuel Macron? Et ça ferait du mal à Emmanuel Macron, mais ça ferait aussi du mal au débat démocratique. Et je pense que les gens, et notamment les gens qui ont manifesté, ils ont envie, ils en ont assez de discours politiques qui n'ont plus rien à voir avec la sincérité, où les mots ne veulent plus rien dire. Moi, ce que je voudrais dire sur la réforme des institutions, c'est qu'on ne peut pas poser les choses par le petit bout de la lorgnette et parler uniquement du vote blanc ou uniquement d'un nombre de parlementaires ou uniquement... Non, notre Constitution, c'est un équilibre assez subtil entre différents pouvoirs. Peut-être pas assez subtil, avec trop de pouvoir donné à l'exécutif et pas assez aux citoyens entre les élections et pas assez aux parlementaires. On est d'accord. Donc, et ça, on ne le fait pas sur 3 questions, oui, non, oui, non. On le fait avec un vrai travail d'élaboration collective qui puisse recréer les conditions d'un équilibre entre ces pouvoirs qui jouent contre pouvoirs. C'est aussi un moyen pour Emmanuel Macron de contourner le Sénat. On sait que justement, ces réformes institutionnelles et constitutionnelles ne font pas l'unanimité ici. Ça lui permettrait de contourner cet obstacle. Oui, mais sur des petits bouts de réformes. Et on ne répondrait pas aux vraies questions qui sont posées par les gens, notamment la question du référendum qui, si je ne m'abuse, ne peut pas être déclenché du référendum d'initiative citoyenne ça par peut le président de la République seul par l'article 11. Donc c'est une révision de la Constitution. Sur des réformettes. Donc on est sur un coup tactique, et je crois que ce que les Gilets jaunes disent aussi dans leur rejet, leur mépris de la politique, c'est qu'ils en ont marre qu'on leur dise la moitié des choses, ou qu'on emploie des mots alors qu'on pense l'inverse, ou alors qu'on les fasse bavarder sur des choses qui ne sont pas en fait les vrais enjeux. Et là, c'est vraiment ce qu'on ferait. Dominique Rousseau. Si vous voulez, le risque du référendum consensuel, pour reprendre ce que vous disiez, on l'a eu déjà en 2000, lorsqu'il y a eu le référendum sur la réforme, la réduction du mandat présidentiel de 7 à 5 ans. Tout le monde est d'accord. Alors, il y a eu le vote oui, mais il y a eu 69% d'abstention. Oui. Donc on ne peut pas se relégitimer avec 69% d'abstention. C'était le même cas en 72 pour le référendum sur l'Europe. Il y a un problème, je crois, qui est soulevé dans le débat, c'est ce fameux référendum à questions multiples. Sur le plan simplement technique, juridique, c'est extraordinairement compliqué à organiser, parce que l'article 11 dit qu'il faut un référendum par projet de loi. Donc imaginez qu'il y ait un projet de loi sur la réduction du nombre de mandats parlementaires. Deuxième projet de loi sur la limitation dans le temps des mandats. Un projet de loi sur le retour de l'impôt sur les grandes fortunes. Un projet de loi sur la réforme des retraites. Un projet de... Bref, si vous avez un référendum à questions multiples, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait 5 projets de loi et 5 référendums différents. Sur le plan de l'organisation, je reviens, je suis désolé d'être technique, mais sur le plan de l'organisation matérielle, c'est absolument impossible d'organiser Ah oui, c'est dans le délai, oui, c'est pas possible, parce qu'en Italie, les référendums d'initiative populaire, parfois on vote pour 10, 11 projets de loi différents. Et du coup, ça crée d'ailleurs une mobilisation. Alors, on l'a fait aussi en France
en 1969, justement, où, lors du référendum, on a posé 3 questions aux Français. Est-ce que vous voulez la suppression du Sénat, enfin, la transformation rénovation, du Sénat, oui. est-ce que vous voulez la création de régions, et est-ce que vous voulez que le président du Sénat ne soit plus président par intérim lorsque le président est un peu en l'air. Bon, et il y avait donc 3 questions, mais 3 questions avec une seule réponse. Là, c'est des questions différentes. Donc ça veut dire qu'il ne s'agit pas de poser aux Français des questions, il faudra que la question porte sur un projet de loi. Et le projet de loi, il doit être rédigé. Et encore une fois, on ne rédige pas un projet de loi comme ça. Alors on nous dit que le ministère de l'Intérieur travaille sur ces projets, justement, que tout est déjà rédigé. À partir du moment où on commence à en parler, j'étais au ministère de l'Intérieur à la fin de la semaine passée avec les 2 ministres en charge. Il ne me semble pas que les choses étaient arrêtées. Oui, mais enfin, excusez-moi, on relaie des informations de l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'homme. Moi, aujourd'hui, je suis incapable de dire, je pense que l'idée du référendum sur le référendum, c'est-à-dire ouvrir une voie par les citoyens, à la demande des citoyens d'intervention, serait une bonne chose. Au-delà, je crois qu'il faut aussi arrêter à chaque fois que le président de la République propose quelque chose, de dire « Ah, mais c'est un coup tactique, c'est une manipulation ». Alors tout le monde dit dissolution. Puis demain, il va dire « Je dissous l'Assemblée nationale ». On dit « Ouais, il veut se refaire, il est en train de faire un coup ». Donc juste un moment, la demande, je suis désolé, mais la demande de référendum d'initiative citoyenne, c'est la demande politique. C'est la demande. Mais non, il n'y a rien. Parce que vous appelez vous-même un ballon d'essai. Vous êtes ultra-voyante, vous savez ce qui est proposé là. Rien n'a été écrit. Je n'ai pas dit que c'est un ballon d'essai. Je dis ça fait partie des choses qui est annoncées. À mon avis, si le président de la République, suite à cette crise et après le débat national, prend des mesures, elles seront d'ordre législatif, elles seront d'ordre politique, elles seront éventuellement d'ordre référendaire. Évidemment, il y a tout un tas de sujets qu'on ne peut pas traiter par référendum. On a vu au début de ce débat les solutions pour se relancer. Il y a encore beaucoup d'options. Et pour autant, on voit mal le chef de l'État renoncer à ce référendum après en avoir parlé. En fait, on a exactement le même problème qu'en épistémologie, en réflexion sur les sciences. C'est le passage du micro au macro. Le micro, c'est la personne qui va dans sa mairie mettre sa doléance. Et il y tient. Il a une idée, il en a discuté. Et puis tout ça va être compilé, et on ne sait pas comment, parce que c'est très très compliqué, va être synthétisé, va forcément être sélectionné, va être filtré. Et à la fin, il y aura une sorte de produit fini, dont on ne sait pas si ça sera un référendum, une sorte de nouveau corpus programmatique que le président va, on pourrait dire, adopter. Et donc ça va conditionner la façon dont le peuple aura l'impression d'avoir été écouté. J'ai l'impression que c'est ça dont il a besoin aujourd'hui, c'est cette capacité à avoir été entendu, à retrouver des formes de démocratie directe. La porte de sortie, elle est dans le fait de retrouver cette forme. Ça ne peut pas être que le référendum qui n'en sera, à mon avis, qu'un des engrenages au mieux. Eh bien, merci à vous, Olivier Babot. Merci, Sophie Taillé-Apollon. Merci, Dominique Rousseau. Merci, André Gattolin. On va revenir tout à l'heure sur cette question aussi du référendum, puisque vous le savez, Emmanuel Macron est en banlieue. On verra tout à l'heure les images. Mais dans le reste de l'actualité, nous sommes aussi à la veille du vote, vous le savez, de la proposition de loi anti-casseurs. Ça sera demain à l'Assemblée nationale. Et les critiques se font de plus en plus nombreuses sur ce texte, parti du Sénat. Certains y voient même un texte attentatoire aux libertés publiques, comme nous l'explique Fabien Riquer. Loi de circonstance pour les uns, vidée de sa substance pour les autres, la loi anti-casseurs renverse en tout cas les clivages traditionnels et suscite même la fronde dans les rangs de la majorité. Dans l'ADN de La République En Marche, il y a cette conviction qu'il faut défendre les libertés individuelles, qu'il faut défendre la liberté, un maximum de liberté pour chaque Français. Et donc non, je ne voterai pas cette loi en l'état. Comme Aurélien Taché, ils sont une vingtaine de députés En Marche à s'opposer à l'article 2, qui prévoit qu'un préfet, plutôt qu'un juge, pourra interdire à certains de manifester. Allié de circonstance des députés frondeurs, une fois n'est pas coutume, le Rassemblement national. Ça va donner un pouvoir considérable à l'autorité administrative, c'est-à-dire au préfet, pour préventivement interdire des manifestations ou interdire des groupes, sans qu'ils soient clairement définis, de manifester. On voit que c'est attentatoire aux libertés publiques. Les députés ont pourtant voulu rééquilibrer la proposition de loi de la droite sénatoriale, jugée trop sécuritaire. Ils ont restreint le délit de dissimulation du visage et supprimé l'article 1, qui prévoyait des périmètres de sécurité pendant les manifestations. Au point que pour Bruno Retailleau, le texte ne sert plus à rien. Arrêtons de faire des lois qui servent à rien. Moi, j'ai pas du tout envie qu'une loi porte mon nom si elle est inutile. On fait des lois pour être utile aux Français. Vote solennel mardi à l'Assemblée sur un texte qui divise donc autant au sein de la majorité que dans les rangs de l'opposition. Et je vous propose d'écouter la réaction du sénateur socialiste du Bas-Rhin, Jacques Bigot. Il était au micro d'Alexandre Poussard il y a quelques instants. Jacques Bigot, est-ce que vous considérez que cette loi anti-casseurs est une atteinte aux libertés publiques ?
paraît évident telle qu'elle est rédigée, c'est surtout une loi d'annonce, tout simplement. C'est-à-dire que le gouvernement est face à des manifestations qui continuent et avec des casseurs qui sont toujours présents. Il ne sait pas comment réagir et donc il annonce une loi s'inspirant d'un texte émanant de la droite et du président Retailleau, donc très à droite, pour donner l'impression qu'effectivement on va mieux réprimer. Mais en réalité, je pense qu'elle sera peu efficace, mais qu'elle peut être efficace effectivement pour un régime autoritaire. Alors je ne sais pas vers quoi veut glisser le président de la République. Mais face à un tel niveau de violence dans ces manifestations, est-ce qu'il faut quand même légiférer ? D'abord, le problème de ces manifestations, c'est qu'elles ne sont pas organisées, que les Gilets jaunes refusent, sauf exception, certains ont commencé à donner des endroits, à demander des autorisations, et du coup à pouvoir être accompagnés. Parce que le vrai sujet, c'est là, c'est comment est-ce que les organisateurs de manifestations gardent le contrôle de leurs propres manifestants, ce qui a été fait depuis des années. Pour avoir participé naturellement à beaucoup de manifestations, j'ai toujours vu ça, y compris des services d'ordre organisés par l'organisateur de la manifestation lui-même. Et donc tout ça, aujourd'hui, n'est pas possible, donc il faut sans doute trouver une autre méthode, rappeler qu'on ne peut pas manifester sans avoir fait la démarche d'autorisation et d'avoir fixé le lieu avec la préfecture, c'est ça ce qui est important. Le reste, on a bien vu d'ailleurs que ceux qui étaient arrêtés, c'était souvent des lampistes et pas les casseurs professionnels. Alors justement, dans cette loi anti-casseurs, l'interdiction administrative de manifester sur décision du préfet divise la majorité à l'Assemblée. Que pensez-vous de cette mesure précisément ? Mais précisément, d'ailleurs, le ministre de l'Intérieur l'a dit, ça touchera une centaine de personnes. Donc on voit bien qu'il y en a bien plus qui ont été casseurs, ce qui prouve que c'est peu efficace. Mais c'est vrai que ça peut être liberticide, parce que demain, si les préfets reçoivent l'instruction de manière générale d'interdire à plein de gens, on aura effectivement des difficultés. Et puis moi je pense que si l'on a fait... Quand on fait un texte de loi de cette nature, il faut prendre beaucoup de temps, avoir le temps de faire des études d'impact, avoir le temps d'auditionner les acteurs de terrain. Je ne suis pas sûr que les préfets ne nous répondent pas, ça sera difficile à mettre en œuvre, et que les forces de l'ordre le disent également. Donc tout ça c'est de la poudre aux yeux, mais une poudre aux yeux dangereuse, parce que demain, il pourrait y avoir effectivement, sous un régime autoritaire, des dérives. Et justement, un député centriste a parlé d'une comparaison avec le régime de Vichy. Est-ce que vous comprenez cette comparaison ? Moi, je pense effectivement qu'il faut que l'on fasse attention dans la situation actuelle de défendre la démocratie et d'éviter tout texte qui pourrait faciliter la vie du fascisme. Très bien. Merci beaucoup, Jacques Bigot, d'avoir répondu à mes questions. Voilà pour cette réaction enregistrée un peu plus tôt cet après-midi. Comme tous les lundis, c'est l'heure de Sénateurs à domicile. Et nous allons voir comment se décline le grand débat sur le terrain. Depuis le lancement de la grande concertation nationale voulue par l'exécutif, les réunions publiques se multiplient. C'est le cas dans l'Oise où nous nous sommes rendus la semaine dernière sur cette terre d'élection du sénateur LR, Jérôme Bascher. Et vous allez le voir, la colère des Gilets jaunes n'est pas encore retombée. C'est un reportage de Jonathan Depriez. Comme un village d'irréductibles, à l'entrée de Senlis. Ce rond-point, les Gilets jaunes de l'Oise l'occupent depuis la mi-novembre. Ici, une dizaine de chômeurs, artisans ou employés se côtoient chaque jour. La mobilisation ne faiblit pas. On est pacifiste, il y a des actions qui se font à droite à gauche, mais oui, on résiste. Vite, 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 on traverse vite. Ce jour-là, le sénateur de l'Oise, Jérôme Bascher, se rend sur place. C'est la deuxième fois qu'il rencontre ces Gilets jaunes depuis le début de la crise. C'est courageux là, parce qu'avec la neige ce matin, je suis passé, j'ai vu que vous étiez là, ce matin j'ai dit vous êtes courageux. Sur le rond-point, le pouvoir d'achat monopolise les débats. L'élu est rapidement interrogé sur le prix d'une denrée de la vie quotidienne. Vous êtes en train de dire le pot de Nutella, il prend 10%. Et combien il vaut? Le pot de Nutella, 3,50 aujourd'hui. Les discussions se poursuivent sur tous les sujets. Emmanuel Macron, les violences policières ou encore le référendum d'initiative citoyenne. Après une heure d'échange, Jérôme Bascher livre ses impressions à chaud. Ceux qui sont là sur le rond-point, c'est clairement la France qu'on n'entend pas d'habitude, celle qu'on ne voit pas d'habitude. Ni dans les bureaux de vote, ni à faire leurs courses, ni évidemment dans une réunion politique. Donc c'est des gens qui veulent être entendus. Le sénateur enchaîne sur un rendez-vous avec d'autres gilets jaunes. Il les reçoit dans sa permanence, en plein cœur de Senlis. Bonjour. Enchanté. Johan Debacker. Johan Debacker est acheteur dans une grande entreprise française. L'homme, sans aucun passé militant, est devenu gilet jaune au mois de décembre. Avec son association, il rencontre les parlementaires du département pour faire la promotion du RIC.
Le jour de l'élection, on met un bulletin dans une urne, on vote pour quelqu'un. 18 mois après, on se rend compte que tout ce qu'il a promis n'a pas été respecté. Malheureusement, on va être obligé d'encore attendre 3 ans ou 3 ans et demi pour repasser sur une élection. Donc attendre, on en a marre. De son côté, Jérôme Bascher ne croit pas à la mesure. Il redoute surtout des dérives. Beaucoup ont cette tentation de « ah, il se passe un truc, on légifère ». La loi, ça demande un peu de temps. C'est pour ça que la Constitution a prévu qu'il y ait des navettes entre l'Assemblée nationale et le Sénat et que les choses aient le temps de mûrir. Il faut arrêter de faire autant de lois qu'il y a d'événements climatiques. Dernière étape de sa journée consacrée aux Gilets jaunes, Jérôme Bascher se rend à la première réunion du grand débat organisé à Senlis. Dans cette maison de loisirs, 4 ateliers au programme sur les grands thèmes proposés par le président. Ici, l'atelier fiscalité et dépenses publiques. Notre pays est en rade. On est toujours en perte de vitesse dans nos finances. Dans une autre salle, la maire de Senlis modère un débat sur l'organisation de l'État. Souvent, soit on parle des bouts de trottoir et des problèmes de la vitesse dans les rues, soit on parle d'un projet particulier, mais on ne se réunit pas pour parler de la démocratie en fait. Jérôme Bascher a lui préféré ne pas prendre la parole. Comme de nombreux sénateurs, il n'a pas apprécié la remise en question de la Chambre haute dans la lettre du président. C'est donc en simple citoyen qu'il s'est rendu au grand débat ce soir-là. Et Jérôme Bascher nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir, merci d'être avec nous. On vous voit à la rencontre de ces gilets jaunes, à la fois sur ce rond-point et aussi vous les recevez dans votre permanence parlementaire. Ce sont des gens qui veulent être entendus, c'est ce que vous nous dites. Est-ce que vous aussi, vous avez été surpris par cette mobilisation et l'ampleur de la mobilisation des gilets jaunes? Oui, clairement, la mobilisation et cette France qu'on ne voyait plus, ces Français qu'on ne voyait plus. J'ai un passé d'élu local, comme souvent au Sénat, et on a l'habitude de rencontrer les uns les autres. Et là, j'étais extrêmement surpris de voir des gens que je n'avais jamais vus, ni dans les bureaux de vote, que j'ai tenus pendant des années, ni dans ma permanence, ni sur aucune manifestation politique. Et donc, on voit des gens qui se réintéressent à la politique, mais qui se réintéressent parce qu'ils sont révoltés. Et avant, ils boudaient les urnes, et maintenant, ils veulent y aller, notamment avec le RIC. Ouais. Alors, on voit aussi cette mobilisation qui ne faiblit pas, malgré les annonces présidentielles. Comment l'expliquez-vous ? Je leur ai demandé, sur le rond-point, je leur ai dit, mais c'est quoi votre point de sortie? Parce que c'est sympathique, l'hiver est arrivé, vous avez créé une nouvelle société au sein de ce rond-point, mais comment on en sort? Et j'ai entendu quelque chose qui était « Macron dégage ». Excusez-moi de cette expression, parce que j'ai beaucoup de respect pour le président de la République, mais voilà leur point de sortie. Ils n'y croient plus, ils en ont eu assez du quinquennat précédent, aussi de celui-ci, où ils ont eu l'impression de ne pas être écoutés, et qu'un pouvoir trop technocratique décide pour eux. C'était assez amusant. Ils en étaient à regretter, et je le dis avec beaucoup d'amusement, c'était mon parti, ils étaient à regretter Nicolas Sarkozy. C'était assez amusant, on voyait bien qu'il y avait quelque chose de plus populaire, de plus compréhensible pour eux. Et pourtant, c'est un message qu'ils envoient à toute la classe politique dans son ensemble. Et il faut peut-être aussi accentuer le travail de proximité sur le terrain, c'est ce que vous faites? Oui, c'est ce qu'on fait clairement. Hein. Le reportage, je crois, le montre bien, mais au-delà, il y a aussi une nouvelle façon de faire de la politique, je le crois aussi. Longtemps, on ne voyait pas les parlementaires sur le terrain autant comme autant. Peut-être que d'ailleurs, La République En Marche a déserté à un moment avec le manque d'habitude, le fait qu'ils soient déconnectés. Et on voit aujourd'hui qu'on réclame peut-être le cumul de mandats, dans certaines conditions, mais qu'on réclame le cumul de mandats. Ça permet d'avoir une réalité locale et de ne pas être... on est vite absorbé à Paris. Vous savez, le Parlement, c'est très agréable, mais on est à un moment où on cultive un peu trop l'entre-soi. Aller sur le terrain, en permanence, ça permet de rester... Comment vous avez été accueilli en tant que parlementaire, qui plus est sénateur? Il y a eu des réticences au début, comment vous ont-ils accueilli? Alors, je préfère le dire tout de suite, j'y suis allé sans prévenir. Et l'accueil a été formidable. On m'a montré toutes les installations, on nous a proposé un café, etc. Non, l'accueil est bon. Si vous venez dans une position humble, d'écoute, de compréhension, tout en leur disant les solutions que vous nous proposez ne sont pas forcément faisables, en donnant à comprendre, en expliquant qu'on n'a pas toutes les solutions du monde, position un petit peu humble permet de dialoguer très simplement.
Enfin, moi, je sais d'où je viens, donc j'ai pas de problème pour avoir cette position d'humilité. Pour autant, avant les vacances de Noël, on voyait ce mouvement des Gilets jaunes qui refusait toute politisation. Depuis le début de l'année 2019, on voit qu'il y aura certainement une, voire plusieurs listes Gilets jaunes aux élections européennes. C'est une bonne chose qu'ils s'engagent, que leur mouvement prenne une dimension politique concrète? La première fois que j'ai reçu des Gilets jaunes à ma permanence, j'aurais dit, mais présentez-vous aux élections européennes si vous avez un projet politique cohérent. Et donc, qu'il y ait certaines listes de gilets jaunes se constituent, c'est très bien. C'est un retour à la politique. Le problème, c'est qu'on voit bien qu'il n'y a pas de cohérence. Et qu'il y a plusieurs listes de gilets jaunes, la difficulté de créer une liste. Chacun s'aperçoit et expérimente finalement la démocratie. Et donc, c'est un petit peu difficile. On verra bien ce que cela donnera à la fin. Mais c'est dur d'avoir un corpus idéologique complet, articulé, et de pouvoir expliquer les choses clairement. Je crois que c'est là la demande. Les gens veulent de la clarté dans les paroles, dans la pensée. La Macronie, avec le « en même temps », a créé un peu de confusion et le vocabulaire parisien a créé beaucoup de désespérance. Et pour autant, est-ce que ça fait du bien, ce vent un peu de démocratie qui flotte avec l'organisation de ces débats? On les voit fleurir un peu partout et on peut dire bien que le succès est plutôt au rendez-vous. Alors c'est assez amusant parce qu'effectivement, le grand débat, là, je connaissais d'ailleurs plus de personnes à Senlis, dans ma ville. Mais là, on a des gens qui ne sont pas des habitués des réunions politiques, qui viennent dire qu'ils aiment la politique. C'est des gens qu'on voit voter et qui sont un peu perdus et qui chacun présente sa solution. On voit bien là aussi qu'ils n'ont pas la vision parfois du politique qui s'intéresse à tous les Français, à l'entreprise comme au particulier. L'intérêt général contre l'intérêt particulier. Et donc chacun apporte une vision particulière du monde et n'arrive pas forcément à faire cette synthèse pour tout le monde. Ce n'est pas l'intérêt particulier contre l'intérêt général, c'est sa vision, c'est son expérience. On apporte plus une expérience et le grand débat, c'est plus une catharsis aujourd'hui. Les gens ont besoin de parler, on verra ce qui ressort plus tard. J'en ai parlé au Premier ministre ce matin, que je voyais à Beauvais, dans l'Oise, et il me disait il faut qu'il sorte quelque chose de fort de ce grand débat, sinon la désespérance sera encore plus grande. Je le crois aussi. Alors, est-ce que le Premier ministre vous a parlé de ce référendum? Il en est question justement pour sortir par le haut de ce grand débat. C'est une hypothèse visiblement qui se précise le jour des élections européennes, Jérôme Bascher. Alors moi, je n'y crois pas beaucoup. Alors le Premier ministre a dit qu'il ne fallait pas préjuger des annonces qui viendraient, fortes qui viendraient en leur temps. Je pense le citer à peu près. Cependant, moi, je ne crois pas au référendum. Le référendum, je ne vois pas, il s'était expliqué sur votre plateau à l'instant, il faut des textes de loi prêts. Je ne vois pas comment on le fait techniquement. Et par ailleurs, si c'est ce qu'on annonce, c'est-à-dire la réforme institutionnelle que le président de la République est sans cesse obligé de repousser, une fois pour l'affaire Benalla, une fois pour les Gilets jaunes, eh bien, ça serait paradoxal que de voter un texte dans un référendum qui affaiblirait le Parlement, alors que ce jour-là, on voudrait envoyer des gens forts au Parlement européen. Il y aurait là un transfert de souveraineté qui serait explicite. Et moi, je crois à la souveraineté de la France, et je suis pour la France dans l'Union européenne, avec plutôt une commission qui doit se réformer, une commission européenne qui doit se réformer, plutôt que le Parlement français. Donc il ne faut pas occulter le débat européen avec ce référendum national. Surtout pas. Il y a un besoin d'Europe, mais un besoin d'Europe renouvelé. Tous les pays de l'Union européenne le réclament. Que ce soit les Italiens, j'ai bien vu qu'on faisait moins les gros yeux à M. Orban en Hongrie. On voit bien qu'il y a le sujet du Brexit. On voit que l'Allemagne est aussi en train de se chercher. Nous cherchons aujourd'hui absolument une nouvelle Europe. C'est ce que j'attends, moi, du 26 mai. Et pourtant, d'un point de vue tactique, ça pourrait justement permettre au chef de l'État de mettre l'opposition face à ces contradictions. On voit mal comment vous pouvez faire campagne contre la réduction du nombre de parlementaires, qui est une mesure plutôt populaire dans l'opinion. Oui, c'est toujours une mesure populaire que de supprimer les emplois des autres. Non, plus sérieusement, je suis contre, à titre personnel, la baisse du nombre de parlementaires. C'est la faible représentation. Il y a 900 parlementaires à peu près. C'est ça pour représenter des Français qui ne cessent de croître. 67 millions de Français aujourd'hui. Est-ce qu'on le veut? Moins de représentants, ça sera encore moins de proximité. Si c'est ça que l'on veut, je crois qu'on a démontré l'inverse. Il y avait un besoin de proximité. Quand on a des élus trop loin du terrain, on en arrive aux gilets jaunes.
Eh bien, merci à vous, Jérôme Bacher. Merci d'être venu sur le plateau de Public Sénat. Vous le savez, cet après-midi, Emmanuel Macron est en banlieue. Il se rend en Essonne, à Courcouronnes. Il va s'exprimer devant de nombreux élus, mais aussi représentants d'associations. On va le voir bientôt sur ces images. Mais un peu plus tôt cet après-midi, il s'est rendu à Évry dans une association de quartier. Il a pu échanger justement avec les représentants de ces associations. Je vous propose d'écouter cet échange. Et vous êtes arrivé quand? Ça fait depuis une année et demie. Une année. Vous ne parliez pas du tout français en arrivant? Non, rien. Et là, ça va? Oui, ça va. Vous avez quel âge? J'ai 18 ans. Et vous voulez faire quoi? La mécanique. Je ne suis pas sûr pour ça. Et vous êtes là, vous êtes dans quelle classe? Classe. Mais après, vous voulez vous spécialiser en mécanique en lycée professionnel? Non, CAP. CAP? Oui. Super. C'est bien. fait les cours de français avec nous. Ouais. Et donc là, vous êtes avec le groupe là pour apprendre les démarches, pour avoir le stage. Je suis là pour apprendre les démarches et tout ça. Et pendant ce temps-là, les parents apprennent le français. Oui, c'est ça. Parce qu'ils ont vu que leur fils a évolué et ils sont venus. C'est grâce à ça, c'est ce qu'ils nous ont dit. Deux garçons. Ouais. Et de nombreux élus sont présents à Courcouronnes où est attendu le chef de l'État d'ici quelques instants. Quentin Calmet a pu s'entretenir avec la sénatrice Agir, la sénatrice du Bas-Rhin, Fabienne Keller. Écoutez cet échange. Oui, je suis avec Fabienne Keller, sénatrice du Bas-Rhin et coprésidente du Conseil national des villes. Qu'est-ce qu'on peut attendre aujourd'hui de ce grand débat avec au cœur du débat les banlieues? Est-ce qu'il peut y avoir des phrases fortes, des phrases chocs de la part du président de la République sur ce sujet-là? Oui, c'est une belle démarche du président de venir à la rencontre des élus, mais aussi des associations, des habitants, des quartiers fragiles. Ils n'auraient pas trop participé jusqu'à présent au mouvement des Gilets jaunes, mais ils sont pleinement dans la République, donc il est important de leur permettre de s'exprimer à travers leurs représentants ou directement. Les associations qui sont ici dans la salle sont assez mitigées sur l'action du gouvernement depuis 2 ans. Qu'est-ce que vous portez comme regard sur l'action sur ces territoires, en particulier sur les banlieues? Ils sont prioritaires. L'action du gouvernement s'est construite à la force de débats qui ont eu lieu sur l'année écoulée. Les habitants des quartiers, très souvent, aiment voir la réalité. Ils attendent des actions concrètes. Le fait que le président accepte de revenir vers eux, aujourd'hui, est un geste très respectueux, mais aussi qui marque la volonté, à la fois du président et de son ministre, Julien Denormandie, d'agir pour dessiner un nouvel avenir. Est-ce que vous avez des retours sur la participation des habitants de ces quartiers au grand débat national? On dit qu'il y a un déficit de participation, notamment parce qu'il y a de la désillusion chez ces citoyens-là. Qu'est-ce que vous avez comme expérience de Strasbourg? Alors pour l'instant, il n'y aurait pas beaucoup de débats, mais il faut leur laisser le temps peut-être de les construire. On peut noter qu'il y a eu sur l'année écoulée des discussions déjà avec le gouvernement, donc le débat d'une certaine manière était organisé. Et par ailleurs, je ne sais pas s'il n'y a pas des personnes qui habitent les banlieues dans les défilés, parce que ce qui est très frappant, c'est que les attentes sont très proches. Question de pouvoir d'achat, difficulté à vivre au quotidien, dépendance au prix de l'essence. Quand j'habite en périphérie, que je travaille en périphérie, par exemple en travail posté, j'ai de fortes contraintes, donc je suis sensible à la fiscalité. Vous le disiez, il y a déjà eu des consultations autour de ces territoires de banlieue et il y avait eu un rapport, le rapport Borloo, dont vous êtes proche également. Qu'est-ce que vous pouvez tirer maintenant comme enseignement? Le fait que ce rapport n'ait jamais vu le jour en termes d'action, qu'est-ce que on peut dire de cela aussi? Alors un grand travail a été fait. Jean-Louis Borloo était très impliqué. Beaucoup des mesures qu'il a proposées ont été reprises dans le plan national et sont en train d'être déclinées. Alors les habitants des quartiers aimeraient que ça aille plus vite. Ils souhaitent que leur quotidien s'améliore, ce qu'ils appellent par exemple le droit commun, c'est-à-dire l'accès aux services médicaux, à l'éducation, puisse s'améliorer plus rapidement. Merci beaucoup, merci Fabienne Keller pour cette réaction au micro de Public Sénat. Merci beaucoup Quentin et on va justement ouvrir le débat dans Sénat 360. Je le connais lui, c'est un parlementaire.
Et j'ai le plaisir d'accueillir Géraldine Méda. Bonjour, bienvenue sur ce plateau. Vous êtes membre fondateur de l'association de quartier Les As du Puy à Villiers-le-Bel. Bienvenue à vous. Romain Marchand est également avec nous. Bonjour, vous êtes maire adjoint d'Ivry-sur-Seine. Vous êtes secrétaire général de l'association nationale des élus communistes et républicains. Rost est également avec nous. Bonjour, bienvenue à vous. Vous êtes président de Banlieue Active. Et puis le sénateur socialiste du Val d'Oise, Rachid Temal, est également avec nous sur ce plateau. Bienvenue à tous les quatre. Première question pour vous, Géraldine Méda, puisqu'on voit Emmanuel Macron qui va arriver d'un instant à l'autre à Courcouronnes. C'est un déplacement osé, risqué. Est-ce qu'il est encore le bienvenu, le chef de l'État en banlieue? Oser, risquer, non, je ne pense pas. On ne risque rien en banlieue, il faut le rappeler. On peut s'y déplacer et vivre. Politiquement, j'entends. Alors, oui. Politiquement, effectivement, il ne sera peut-être pas le bienvenu. Oui, c'est peut-être, mais enfin, pas plus que sur les ronds-points ou dans la rue, je ne pense pas. Donc, après, c'est bien qu'ils s'y rendent. Mais il faudrait qu'ils s'y rendent plus anonymement et puis aller vivre le quotidien. Il a laissé pourtant, Romain Marchand, question pour vous, le fossé finalement se creuser. Hein. On en parlait depuis l'abandon du plan Borloo qui avait suscité de nombreux espoirs. Il a laissé le fossé se creuser et puis surtout, depuis le début de son quinquennat, il a quand même largement contribué à discréditer ce qu'il appelle les corps intermédiaires. Il a continué à vider les services publics de leurs moyens. Et aujourd'hui, confronté à une colère sociale qui ne sait pas gérer, il redécouvre l'existence d'élus locaux qui sont au quotidien, qui vivent au quotidien les difficultés des habitants des quartiers populaires. Donc c'est bien qu'ils viennent en banlieue, mais ce serait encore mieux qu'ils viennent en banlieue avec des propositions pour sortir durablement de la difficulté sociale dans laquelle sont depuis trop longtemps les habitants de nos quartiers. Ross, c'est vrai qu'on en a parlé, hein, ces cahiers de doléances, les habitants des banlieues, ils sont habitués. Est-ce qu'ils sont encore prêts à participer à ce grand débat, selon vous ? Sincèrement, je disais chez un de vos confrères ce matin, mais je crois que ces débats n'intéressent pas grand monde dans nos quartiers, parce que ça a été fait, surfait, refait. Aujourd'hui, je pense que la question ne se pose pas là. Le plan Borloo était censé justement apporter des solutions concrètes, mais surtout avec de la pérennité. Parce que les palliatifs, on en a eu pendant des décennies. Aujourd'hui, on ne veut plus de palliatifs. Et moi, c'est ce qui m'avait séduit d'ailleurs dans cette commission. Et c'est pour ça que j'avais accepté de faire partie de la commission. Et après l'humiliation qui nous avait été faite par le président de la République à l'Élysée, le jour de la remise du rapport, franchement, je peux vous dire qu'il y a eu énormément de gens qui se désintéressent complètement et qui n'y croient même plus. Et là, ce qui se passe, c'est que là, ils sont en train de gagner un peu de temps là, par rapport à ce qui se passe avec les Gilets jaunes. Et d'ailleurs, les quartiers populaires ne se sont pas greffés On y viendra parce que c'est un élément intéressant du débat. Ah oui, mais justement, il y aura une suite dans tous les cas. Rachid Temal, il peut encore reconquérir les habitants des quartiers, Emmanuel Macron. D'abord, quand on dit les habitants des banlieues, ce sont des Français comme tous les autres. Parce qu'on a tendance à... Aujourd'hui, la crise sociale, elle touche autant, moi, dans le Val d'Oise, des villes dites... Madame vient de Villiers-le-Bel, voilà, comme des gens qui sont à Magnan-Vexin dans la partie rurale. C'est une crise sociale. Donc il faut y répondre. Après, il y a des difficultés particulières à tel ou tel endroit de notre pays, mais il faut y répondre. Et là, franchement, ça fait 5-6 fois que le président de la République a droit à 3 heures, 4 heures de télé. On peut s'interroger maintenant sur la manipulation qu'est ce dispositif-là. Parce que si c'est faire une campagne déguisée pour le président de la République, on peut s'interroger. Parce que ça tourne quand même à cela aujourd'hui. Il ne parle pas avec les Français. Il vient et il explique ce qu'il fait. Moi, je suis, par exemple, élu d'Île-de-France. Il écoute aussi les Par exemple, je ne suis pas invité comme d'autres. Mais il écoute les élus. Mais je veux dire, les Français ont déjà expliqué ce qu'ils pensaient. Les élus lui ont déjà expliqué. Par exemple, la question de la justice sociale. Il a répondu qu'il n'y toucherait pas. Alors, on peut faire 1 mois, 2 mois, 3 mois dessus, mais à la fin, on nous annonce un référendum. Et je veux dire, ceux qui aujourd'hui ont des difficultés à terminer leur fin de mois, c'est pas le référendum qui va changer. C'est ce qu'on dit, la redistribution des richesses. Est-ce qu'on dit des services publics dans tous les territoires de France? Ça, c'est des vraies questions. Elles ne sont pas abordées. Et là, il y a une forme de propagande de la République En Marche qui, derrière ça, prépare ces élections européennes. Et donc, il faudrait s'interroger, d'ailleurs, auprès du CSA, si le temps de parole va être déduit. Géraldine Méda, pourtant, vous, la semaine dernière, on avait notre journaliste François Vignal pour publicsénat.fr qui est venu assister à un débat que vous organisez. Les gens ont quand même encore envie de s'exprimer. Ils ont des choses à dire. Ils ont besoin de vider leur sac. C'est ce qui ressortait d'ailleurs de ce reportage. Besoin de vider. Alors, en tout cas, ils sont venus participer, oui, mais je rejoins un petit peu ce que dit Rachid en disant, en fait, c'est une réponse politique qu'il apporte. C'est d'aller se promener et puis de dire qu'il est là, parce que est-ce qu'il y a encore besoin de demander
aux gens en banlieue les problèmes qu'il y a. Et, ils sont connus, les problèmes. Donc il y a encore une fois besoin de faire un débat, d'aller récupérer les doléances, mais encore une fois, qu'il y vienne vivre 8 jours dans une banlieue et il comprendra les doléances que les gens y ont. Pour moi, c'est de la poudre aux yeux. Pas à Neuilly-sur-Seine. Romain Marchand, on parle des habitants, mais il y a aussi les élus locaux. Qu'est-ce qui peut ressortir aujourd'hui de ce débat? Qu'est-ce que vous en attendez? D'abord, on a interrogé, il y a 7500 élus à l'association des élus communistes et républicains, dont beaucoup sont élus de villes populaires. Et on a demandé à nos maires qu'est-ce qu'ils comptaient faire ce soir pour répondre à l'invitation d'Emmanuel Macron. Alors d'abord, ça peut paraître anecdotique, mais un certain nombre d'entre eux ne pouvaient tout simplement pas parce qu'ils ont été invités vendredi à 12h pour lundi à 17h. Je veux bien croire que le président de la République n'organise pas son agenda à plus de 3 jours, mais il y a un moment donné, quand on respecte aussi les élus dans leurs fonctions, on peut faire en sorte, si on veut qu'ils soient présents, de s'organiser pour. Il y en a un certain nombre qui y seront pour porter la voix des habitants de nos quartiers et faire des propositions. Et puis il y en a un certain nombre. Ce qu'on voit, Romain Marchand, sur ces images, le chef de l'État est arrivé dans cette salle Claude Nougaro à Courcouronnes et il va bientôt prendre la parole. En tous les cas, les élus vont pouvoir l'interpeller. Oui, il y aura notamment mon ami Philippe Rio, qui est le maire de Grigny, qui avait été avec d'autres à l'origine de l'appel de Grigny, qui avait par la suite donné naissance à ce rapport Borloo, donc qui portera cet après-midi devant le président de la République la voix des habitants de sa ville, qui est l'une des villes les plus populaires de France. Mais il y en a d'autres aussi qui ont dit ça suffit cette mascarade, ça suffit de participer au plan de communication du président de la République, qui c'est vrai multiplie les débats et on peut lui reconnaître un talent de débatteur, ça il n'y a pas de problème. Maintenant, à quel moment va-t-il répondre à cette question qui est celle qui est posée depuis le début? C'est que dans nos quartiers, il y a une rupture d'égalité républicaine et on ne demande pas l'aumône, on ne demande pas plus qu'ailleurs, mais on demande à ce que l'égalité républicaine puisse revenir. Et la République a une dette envers les habitants de nos quartiers. On y vit moins bien qu'ailleurs, on y souffre plus du chômage et de la pauvreté. Les services publics reculent, on y attend un logement parfois 10, 12, 15 ans. Moi, dans ma ville, Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne, il y a 10 ans, on a fermé la maternité en nous disant, vous comprenez, elle n'est pas assez efficace, elle ne fait pas assez de naissances, donc on va tout regrouper dans la ville d'à côté. Et aujourd'hui, la fameuse maternité en question, dans la ville d'à côté, elle fait trop d'accouchements par rapport à ce qu'elle est en capacité de faire. Donc, pour faire des économies, on ne cesse de faire reculer les droits des habitants de nos quartiers. Ça suffit, et il faut à un moment donné que le président l'entende. Alors, je vous propose d'écouter Stéphane Baudet, c'est le maire d'Évry-Courcouronnes. Il était au micro de Quentin Calmet il y a quelques instants. Lui, qu'attend-il de cette intervention présidentielle? Je suis maire depuis 18 ans, j'ai vu passer 4 présidents de la République, et qu'il s'agisse du président de la République, qu'il s'agisse de Matignon ou pire de Bercy, les quartiers populaires, ça n'a jamais été intéressant. D'abord, ça n'a pas de valeur électorale à l'échelle nationale, c'est seulement 6 millions d'habitants qui sont parmi ceux qui votent le moins sur 62 millions, sur 67 millions d'ailleurs, pardon. Donc voilà, donc c'est souvent des grandes annonces et c'est rarement suivi des faits, à l'image d'ailleurs du rapport Borloo de l'année dernière. Donc espérons que cette occasion de grand débat et les décisions qui sont prises nous permettront de revenir au cœur du sujet. Vous partagez cette analyse, Rost? Alors, en partie. Sauf que quand il dit qu'il pèse rien, moi, je ne suis pas d'accord parce que souvent, c'est eux qui font basculer parfois les élections. On a vu d'ailleurs en 2012 ce qui s'est passé. Donc, je pense qu'il faut qu'on soit vigilant. Évidemment, ce sont des gens qui se sentent, entre guillemets, abandonnés. Les gens, dès qu'on dit ça, ils disent qu'on est dans la victimisation. Mais ce qui se passe aujourd'hui avec les Gilets jaunes, c'est exactement, moi je fais le parallèle depuis le début, entre ce qui se passe dans la banlieue depuis des années et les gens qui montent au créneau, cette France que jadis Raffarin appelait la France d'en bas, cette France d'en bas, elle souffre en silence. Et les mots MAUX qu'exprimaient les banlieues, lors de la révolte des banlieues en 2005, par exemple, c'est exactement ce que l'autre France rurale exprime aujourd'hui par les Gilets jaunes. Et bien sûr qu'il n'y a pas eu de convergence pour l'instant dans ces mouvements-là, parce que vous avez... Elle peut arriver, cette convergence des luttes, selon vous, Rost? Alors, je ne pense pas qu'en l'état actuel, la façon dont les choses ont été emmenées ont fait qu'on a un peu tuer dans l'œuf ce qui pouvait se passer justement à ce niveau-là, à part un moment où ils ont tenté de ramener les banlieues quand il a commencé à avoir de la casse, où j'ai vu certains médias commencer à dire « Ah, mais il y a les banlieues qui descendent dans le... » Non, ce n'était pas les banlieusards, ce sont les gilets jaunes qui faisaient la casse et ça a été prouvé d'ailleurs. Et donc nous, on était violemment montés au créneau parce qu'il faut arrêter de faire des amalgames à chaque fois qu'il y a de la violence. Par contre, il y aura l'après-gilets jaunes. Ce qui a été mis en avant chez les gilets jaunes pendant un bon bout de temps par les médias, c'était
tous les propos racistes qu'il pouvait y avoir d'une frange des Gilets jaunes, qui ne représentent d'ailleurs qu'une minorité des Gilets jaunes. Mais on a mis ça en avant, du coup, il y a des gens, moi parfois, qui m'ont interpellé dans la rue, qui me disent « mais je comprends pas que tu soutiennes les Gilets jaunes ». Je dis, mais toi qui viens de la banlieue, tu devrais soutenir les Gilets jaunes parce qu'ils expriment les mêmes malaises, les mêmes mots MAUX que toi, peut-être pas de la même manière, mais en tout cas, c'est exactement la même chose qu'on vit. Donc, il faut... Mais du coup, les gens n'ont pas été là-dessus en se disant que oui, ce sont des fachos qui s'expriment. Et peu à peu, après les Gilets jaunes, il y aura le temps des banlieues. Parce qu'il y a une colère sourde qui est là. Cette colère sourde, pardon, elle pourrait justement des banlieues s'unir avec celle exprimée par les Gilets jaunes. Encore une fois, moi, je me refuse à découper la France en tranches. Il y a une question, c'est une crise sociale. Encore une fois, que vous soyez à Villers-le-Bel, où je reprends notre exemple, je vous le dis, à Magnan-Vexin, dans le Val-d'Oise, deux villes totalement différentes, vous avez les mêmes problématiques. C'est-à-dire que vous sentez, d'abord, l'accès à l'emploi est difficile. Vous avez aujourd'hui besoin de prendre votre voiture, on vous a augmenté la taxe, c'était le point de départ, je vous le rappelle. Vous êtes retraité, dans les deux cas, vous avez perdu du pouvoir d'achat avec ce gouvernement. Vous avez le problème de l'accès aux services publics. Donc c'est les mêmes problématiques. Il ne faut pas opposer les Français ou les habitants. Donc la question qui nous est posée aujourd'hui, c'est pas de savoir... D'ailleurs, moi j'aimerais bien qu'on me dise comment on peut déterminer dans les réunions s'il y a plus ou moins des gens dits des banlieues, des quartiers populaires. Je ne sais pas quel est le d'ailleurs, comment les gens y comptent. Alors on va poser la question à Géraldine Méthode, parce qu'elle a organisé une réunion la semaine dernière. Je veux dire par là, c'est qu'il y a quand même une déformation quand on explique ça. Il faudrait que les gens aillent jusqu'au bout. Parce qu'ils ont demandé les pièces d'identité ou il y a d'autres raisons de l'expliquer. Alors comment ça se passe? Moi, ça m'intéresse. Géraldine Méthode. Oui, Gilets banlieues. Oui. Non, je pense que ça ne s'arrête pas, justement. Je pense que c'est une question de faciès. Vous avez pu attention, donc c'est pour quand ça même qu'il faut faire un peu attention. le profil, justement, des personnes qui ont pris la parole et qui ont participé. C'était des gens comme vous et moi. Alors, je ne sais pas, effectivement, moi, je m'insurge souvent sur... Quand je dis j'habite à Villers-le-Bel, on est tout de suite catalogué. J'avais peur, vous vous rendez compte que j'avais peur en venant ici, parce que le discours que je peux avoir a forcément un impact sur la ville. La ville, Villers-le-Bel, quand on parle de Villers-le-Bel, on parle uniquement de 2007 et des émeutes. D'ailleurs, les Gilets jaunes, la casse qu'il y a eu a été comparée à Villers-le-Bel. On ne dit que ça, quoi. Et je pense que les gens en banlieue, ils sont même plus en colère. Ils sont passés à un degré au-dessus. C'est-à-dire qu'ils savent très bien que c'est de la poudre aux yeux et qu'encore une fois, ils vont être délaissés pour compte. Et on ne veut pas faire. C'est pas Victor Hugo, c'est pas Les Misérables qu'on fait. Les gens pauvres, ils ne demandent pas à être plus riches. Ils demandent juste à être moins pauvres. Il faut des riches et des pauvres. Mais ils demandent juste à vivre dignement, à pouvoir travailler, à pouvoir arriver à leur fin de mois correctement. C'est tout ce qu'ils demandent. Mais pour prolonger ce que vous venez de dire, écoutons Sophie Coria, elle est responsable d'une association. Justement, elle a été rencontrée par Quentin Calmet, qui est sur place à Courcouronnes. Écoutez. Quelles sont vos attentes, vous, sur ce qui peut se jouer aujourd'hui? De savoir un petit peu le positionnement de l'État et des politiques publiques par rapport au renforcement des aides qui peuvent exister pour les associations implantées de longue date, qui mènent un travail de qualité, des actions concrètes et qui ont un impact par rapport au territoire prioritaire de la ville sur lequel elles sont implantées, connaître... un petit peu les intentions aussi du président par rapport à la pérennisation ou non des actions de ces structures, ce qui passe à la fois par évidemment un soutien financier renouvelé, mais aussi revoir peut-être les mécanismes de versement de subventions. Ces crédits, ces subventions, elles demandent à être pérennisées pour les associations. Ça devrait être la base de tout dialogue selon vous? Totalement. Quand on dit il y a besoin d'égalité républicaine, en réalité, il y a besoin de moyens pour les services publics, qui sont, je le rappelle toujours, mais le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Et les services publics sont beaucoup plus utiles à ceux qui n'ont pas grand-chose pour vivre qu'à ceux qui peuvent se débrouiller en allant vers le secteur privé, s'acheter les biens et les services dont ils ont besoin. Et évidemment vers le secteur associatif qui, particulièrement dans nos villes populaires, remplit un rôle de lien social, de soutien qui est extrêmement important. Mais je voudrais revenir sur un point parce qu'on stigmatise à juste titre l'attitude et on en appelle au président de la République puisque c'est lui qui, en ce moment, a initié ce grand débat national. Mais la situation de nos quartiers, elle résulte aussi de 40 années de politique où on a laissé le service public reculer. Moi, je suis élu, pas depuis très longtemps, je suis élu depuis 10 ans.
Et depuis 10 ans, en tant qu'élu local, chaque année, je vois reculer les moyens qui sont mis à la disposition des services publics pour faire la cantine pour les enfants, pour faire les colonies de vacances, pour faire les centres de loisirs, pour faire les équipements culturels municipaux, l'aide aux associations sportives. Quand tout ça ne cesse de reculer, et c'est pas que, pardon de le dire, le gouvernement d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe, mais c'est aussi le quinquennat de François Hollande, c'est celui de Nicolas Sarkozy précédemment, et avant encore avec Jacques Chirac. Il y a un moment donné, ça fait 40 ans dans ce pays qu'on fait reculer les moyens du service public parce qu'on veut répondre au dogme de la baisse de la dépense publique. À un moment donné, il faut mettre des moyens. Rachid Temal, ça fait 40 ans que ça dure, même sous le quinquennat de François Hollande, nous dit. Moi, je n'ai pas de souci à comparer. Alors bon, on n'a pas tout bien fait dans le précédent quinquennat. Moi, je suis prêt à comparer ce qui a été fait dans le précédent quinquennat et aujourd'hui. Par exemple, je rappelle que la baisse des APL, ça touche à la fois les habitants des quartiers, ça touche les sociétés d'HLM, et en 2018, on a une baisse de construction et de réhabilitation. C'est un premier exemple. Je rappelle que la suppression, quasi-suppression des contrats aidés, ça touche les associations aujourd'hui qui sont pénalisées. La baisse de dotation de l'État, c'est aussi là. Donc, moi, je veux bien, mais je vous rappelle que la politique aujourd'hui, concrètement, du président, il va faire là un show, il sait le faire, il est fort en thème, il sait tout la réponse, mais celui qu'on a dans les débats, Macron, n'est pas celui de l'Élysée. À l'Élysée, il coupe les moyens de la banlieue. Et là, il va nous expliquer qu'il adore la banlieue, qu'il a entendu. Il y a un double qu'il va faire langage, des choses. Ross, Tout à fait. du chef de l'État, selon vous, à la fois qui va se montrer au chevet des banlieues aujourd'hui et qui, dans les faits, ça a été rappelé, a supprimé de nombreux contrats aidés et puis n'a pas forcément repris toutes les dispositions du plan Borloo. Mais non, mais justement, alors évidemment, il y a des choses qui peuvent être vues, revues dans le plan Borloo, on peut être d'accord ou pas d'accord. À un moment, moi j'ai entendu le discours du président de la République quand il était dans le Nord sur la banlieue. J'ai dit, enfin quelqu'un. Moi, d'ailleurs, je fais partie de ceux qui ont trouvé que c'était une bonne chose, l'arrivée de Macron, justement, dans le jeu politique, parce qu'il y en avait ras-le-bol de gens qui étaient là depuis très longtemps, qui étaient assis sur leur siège et qui pensaient qu'ils étaient indétrônables et qui se permettaient tout. C'était bien qu'il y ait une nouvelle génération qui arrive. Mais malheureusement, depuis 18 mois, moi, je suis extrêmement déçu, déjà d'une, parce qu'il s'est entouré de gens qui sont complètement déconnectés des réalités, mais alors complètement, et une toute petite mafia qui, si les gens n'ont pas fait partie justement quand tu n'es pas dans les startups ou dans ce genre de choses, en gros, tu n'existes pas. Et pour eux, quand on leur parle de banlieue, la plupart, ils savent pas de quoi on parle. Et alors, pourquoi ça n'a pas fonctionné justement, avec l'arrivée d'Emmanuel Macron? Pourquoi justement ce changement que vous attendiez, ça n'a pas marché? Alors, il y a plusieurs choses. Je pense justement que les gens de qui il s'est entouré, ce n'étaient pas les bonnes personnes, déjà sur les sujets. Par contre, de Normandie, moi j'étais un peu sceptique pendant un bon bout de temps. On l'a rencontré, le ministre, voilà. Et on l'a rencontré à 2-3 reprises. Il a la volonté de faire des choses. Le plan Borloo, d'ailleurs, ils ont pris des mesures du plan Borloo qu'ils veulent mettre en application. Pour l'instant, on ne voit rien. Mais en tout cas, ils ont envie de le faire. S'ils ont tué le plan Borloo, ce n'était pas parce que le plan Borloo n'était pas intéressant. Bien au contraire, c'était un traitement de choc qui était prévu par le plan Borloo. Et c'est une question de personne. Parce que vous avez Borloo qui commençait à faire de l'ombre à certains à la République En Marche. Aujourd'hui, on n'a aucun opposant à Macron. S'il y a des élections à l'instant T, c'est Macron qui sera réélu. Or, un Borloo qui prenait de l'espace, qui appréciait autant des gens de gauche, de droite et du centre, avait la capacité justement de concurrencer Emmanuel Macron. Donc, c'était pas sur les idées, mais évidemment, c'est très politique. Et moi, j'ai même discuté avec certains députés qui officiellement ne le disent pas, mais officieusement, ils vous le disent. Confirmez votre théorie. Non, moi, je crois que ça peut être des questions de personnes, mais je crois que dans le fond, c'est des questions de fond politique. C'est-à-dire que si on veut régler aujourd'hui le problème des quartiers populaires, si on veut redonner les moyens de vivre aux habitants qui y vivent, ça passera forcément par mettre de l'argent. D'ailleurs, le plan Borloo, il affichait la note en bas de la liste. Et je pense que c'est face à ça que le pouvoir a reculé. Eh bien non, c'est une erreur. Parce que personne n'avait évalué... Personne n'avait réellement évalué. Il y a eu des chiffres qui ont été sortis par les journalistes. On ne sait d'où ces chiffres viennent. Donc, du coup, les Français disent, on demande des milliards et des milliards, encore des dizaines de milliards pour les banlieues, et alors que rien ne change, alors que c'était pas du tout ça. Alors que les études démontrent que l'argent qui a été mis dans les banlieues, finalement, rapporte beaucoup plus à l'État. Exactement. Contrairement à une... Rachid Temal, vous faire écouter Emmanuel Bargon, c'est la secrétaire d'État qui a été chargée justement avec Sébastien Lecornu d'organiser le grand débat. Elle était au micro de Quentin Camet. Écoutez.
On est encore au début du grand débat, on a encore un mois et demi entier, mais c'est vrai qu'on a besoin qu'il ait lieu partout sur le territoire et c'est emblématique d'être aujourd'hui en banlieue, comme il y a eu plein de réunions plutôt dans le monde rural, et c'est important que le président ou que le Premier ministre, d'ailleurs et les membres du gouvernement, portent la mobilisation autour du grand débat partout. Les jeunes, les quartiers ont une voix à faire entendre. Géraldine Meda, vous avez le sentiment qu'il était temps que le gouvernement s'intéresse à travers ce déplacement à la banlieue. Elle a toute sa place à prendre dans ce grand débat. En tout cas, il faut lui laisser le temps d'organiser les débats. À Villiers-le-Bel, toujours est-il que ça a été organisé avant que l'État ne mette en marche ce débat. On avait fini, le 5e était fini, on recevait le mail pour lancer le débat. Donc, je ne vois pas que les banlieues soient en retard pour réaliser leur débat. Il faut les laisser faire tranquillement. Aller s'y promener s'ils ont envie, ça leur fera découvrir la banlieue. Et c'est sympathique, il y a des endroits sympas en fait. Il ne faut pas croire que ce soit... L'invitation est prise. Merci à vous, Géraldine Meda. Merci, Rachid Temal. Merci, Rost, d'être venu sur ce plateau. Merci à vous, Romain Marchand. Avant de se quitter, on va voir un extrait de la nouveau numéro de Sénat en Action. Vous le savez, c'est le magazine de la rédaction de Public Sénat. Demain soir à 23h, il est intitulé Taxe carbone, la fin du monde ou la fin du mois. Avant de recevoir son réalisateur Fabien Ricard, on regarde tout de suite un extrait. Julie Baumann a subi de plein fouet l'augmentation du prix à la pompe. Elle vit en Lorraine, à côté de Lunéville. C'est là qu'elle et son mari ont pu acheter une maison pour y élever leurs 2 enfants. Loin de Nancy, la métropole, et son réseau de transport en commun. Julie est auxiliaire de vie à domicile. Elle s'occupe de personnes âgées ou handicapées. Déjà, moi, pour faire du domicile de personne à personne, comme j'ai un temps donné, je suis obligée de prendre ma voiture. Parce que des fois, je suis un peu plus excentrée que Lunéville. Et pour les enfants, faut aller les chercher à l'école, il faut les amener au sport. Et même pour aller faire des courses, je suis à 5-10 minutes. Donc je suis obligée de prendre ma voiture. Alors voilà, on arrive sur le lieu de rassemblement avec le drapeau lorrain et le drapeau français. Depuis le début du mouvement, les Gilets jaunes occupent ce rond-point à la sortie de Lunéville. Nous, l'essence, c'est quelque chose d'important pour aller travailler. C'est primordial. Sans essence, sans voiture, on ne travaille pas. On ne peut pas aller bosser. Alors, tandis que, c'est pas pour dire des méchancetés sur quiconque, mais les gens qui ont de l'argent se foutent de payer l'essence 2 € le litre. Des gens qui gagnent 10 000 € ou 20 000 € par mois, quelle importance ça a eux? Peut-être qu'ils seront conscients de la pollution, ça je suis d'accord. Mais l'essence, c'est quand même quelque chose qui est... je veux dire, ça touche vraiment le porte-monnaie à la base. C'est pour ça que ça a éclaté. À force de venir tous les jours, on s'est fait des rencontres. Donc il y a une amitié et vraiment un groupe qui se soude. C'est très important. Et, de toute façon, on est tous là pour la même chose. Donc, voilà. Ça a rapproché, oui. Fabien Ricard nous a rejoint sur ce plateau. On le voit dans l'extrait de votre partage, Fabien, que le point de départ finalement de cette colère, c'est l'augmentation du prix de l'essence. Le Sénat avait pourtant vu arriver cette fronde. Effectivement, Delphine. Il faut remonter à l'automne 2017. Pendant l'examen du budget, des sénateurs avertissent à l'époque Gérald Darmanin pour augmenter les taxes sur le carburant au nom de l'écologie sans se soucier du pouvoir d'achat des ménages modestes qui dépendent un peu comme Julie qu'on a découvert dans cet extrait de leur voiture. Eh bien, à terme, ça ne passera pas. Cela mènera les Français dans la rue. Surtout qu'il n'apparaît pas clairement aux yeux du contribuable comment l'État utilise l'argent de cette taxe qui apparaît un peu comme la vache à lait pour rééquilibrer le budget. Réponse quelque peu ironique à l'époque du ministre des Comptes publics qui ne croit ni à la prochaine jacquerie fiscale ni à l'avènement de nouveaux bonnets rouges qui seront en fait, on l'a vu depuis, des gilets jaunes. Ouais, le Sénat a pourtant fait des propositions pour éviter cette crise, notamment en ce qui concerne la rénovation thermique. Alors effectivement, le Sénat a fait des propositions. Il demande depuis maintenant 2 ans qu'une partie des recettes des taxes sur les carburants soit reversée aux collectivités locales. Depuis la loi de transition énergétique, ce sont elles qui sont en charge de faire avancer la transition sur le terrain, sur les territoires, en particulier sur un sujet majeur, vous l'avez dit, la rénovation thermique des bâtiments. Il faut savoir que l'habitat représente en France plus de 40% de nos émissions de gaz à effet de serre.
C'est donc un levier très important si on veut faire des économies d'énergie. Dans notre reportage, nous sommes allés à Lorient, à la rencontre d'un élu qui se bat pour aider les ménages à rénover leur logement. Or, ce combat nécessite aujourd'hui plus de moyens, notamment des moyens humains, pour accompagner ces ménages. Pour autant, l'amendement des sénateurs n'a pas été repris à l'Assemblée nationale, bien que les élus locaux aient régulièrement interpellé Édouard Philippe sur ce sujet. Ouais. Alors où est-ce qu'on en est maintenant? Est-ce que la situation est toujours bloquée? Est-ce qu'on va arriver à concilier finalement cette urgence climatique avec les fins de mois difficiles? Alors la situation est pour l'instant en quelque sorte bloquée, puisque face à la levée de boucliers, le gouvernement a fait marche arrière. Il a stoppé l'augmentation prévue de la taxe carbone sur les prochaines années. Donc ce sont plusieurs milliards d'euros de recettes fiscales qui vont venir à manquer, notamment pour le financement de la transition énergétique. Or, de nombreux exemples à l'étranger nous montrent que taxer le CO2, même si ce n'est pas toujours populaire, ça reste un moyen efficace pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, à condition qu'il y ait des contreparties, notamment des allègements d'impôts et surtout de la transparence, un narratif clair sur l'utilisation des recettes de cette taxe. Dans le reportage, nous sommes allés en Suède, qui à ce titre est un peu le bon élève de la taxe carbone. En tout cas, la question revient en France sur le tapis, puisqu'elle fait partie des thèmes qui doivent être abordés dans le cadre du grand débat. Merci beaucoup Fabien. Taxe carbone, la fin du monde ou la fin du mois, c'est à voir sur notre antenne demain à 23h. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, on va plus loin, présenté par Rebecca Fitoussi. Bonne suite des programmes sur Public Sénat et à demain.